Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en direct dans le ZCL et aussi sur RHT Radio Haute Tension. Nous sommes en direct partout à la télévision, à la radio et sur le net. En tout cas, si vous voulez intervenir dans ce ZCL, vous avez la possibilité de le faire par le Facebook, ZCL Facebook. Vous posez vos questions à nos invités. Alors, les invités aujourd'hui, j'ai pas encore dit bonjour à Mendy, mais elle va attendre un moment, puisqu'elle a des lunettes, elle me voit. Pascal Priscilla Delaney parlera avec nous du cinéma du festival Nouveau Regard. Elle sera là tout à l'heure. Ensuite, nous allons recevoir Jean-Philippe Omuntonde. C'est on va dire un africanologue, oui, il parlera un petit peu d'une conférence qu'il doit tenir. Et puis, comme d'habitude, nous aurons nos invités. Jocelyne Nampry qui parlera de Coco Isabrico, c'est sa chronique habituelle. Martine Fazer et sa rubrique habituelle, la culture selon Martine. Et aussi l'association Manhattan qui a prévu d'être avec nous. Voilà un petit peu le sommaire de nos invités. Ils seront tous là. Donc, vous êtes avec nous jusqu'à 14h. Mais en attendant, je salue Mandy. Et je suis sûr qu'elle me voit et qu'elle vous voit très bien. Bonjour Mandy. Bonjour. Vous me voyez bien? Ah, très bien, parfaitement. Voilà, j'étais sûr. Donc, voyons les titres de ce mercredi 29 mars. Elle a bien dit, voyons les... Renforcer l'autonomie fiscale des régions et collectivités d'outre-mer ou encore étendre l'octroi de mer au champ des services. Voilà donc des points qui ont fait partie des 8 propositions annoncées ce matin à Paris au gouvernement par Alfred Marie-Jeanne. Et l'industrie durable, facteur de compétitivité, eh bien c'est le thème abordé ce matin au CWTC à Jarry, une conférence donc qui a été organisée par la CCI La Diète et en partenariat avec l'ADEME et la région Guadeloupe. Et enfin, le comité de Miss Jeunesse Guadeloupe est à la recherche de sa nouvelle ambassadrice qui représentera donc notre île à l'élection de Miss Jeunesse France 2018. Voilà donc pour les titres d'Annick. Et on commence tout de suite. Mais bien sûr, on va commencer tout de suite l'information puisque c'est l'heure. Et je crois que vous allez commencer par cette déclaration d'Alfred Marie-Jeanne. D'Alfred Marie-Jeanne, c'était à l'Assemblée nationale en France. Tout à fait. Renforcer l'autonomie fiscale des régions et collectivités d'outre-mer ou encore étendre l'octroi de mer au champ des services, la transparence sur les prix des carburants, autant de points donc faisant partie des 8 propositions annoncées ce matin à Paris par Alfred Marie-Jeanne pour les régions d'outre-mer et sous l'impulsion de Philippe Richbert, président des régions de France. Mon regard ce reportage signé Maurice Cessé. Je félicite quand même tous mes collègues parce que nous avons travaillé de concert pour une fois. Nos vice-présidents, nos conseillers, que ce soit territoriaux, régionaux, viennent nous représenter quand nous ne pouvons pas. Il y a vraiment un dynamisme au niveau de la région de France. Je félicite le président Richter pour cela et aussi le travail effectué par Alfred Marie-Jeanne et la commission d'outre-mer. Et je pense que nous allons continuer ainsi. Nous avons beaucoup travaillé, beaucoup insisté sur la continuité territoriale, sur l'octroi de mer, sur la fiscalité, sur les moyens à donner vraiment pour que nous puissions développer nos territoires qui sont éloignés de l'Hexagone. La principale demande, c'est l'autonomie fiscale, c'est ça? Oui, l'autonomie. Bon, nous avons la possibilité d'avoir des adaptations. Il faudrait que l'État nous accompagne. Comme nous le disons, il y a des choses simples. On pose toujours les mêmes questions et rien n'avance. Je prends un exemple simple. Je n'ai pas parlé à la conférence de presse. Comment accepter qu'on a un CREPS Antilles-Guyane, le CREPS, les Antilles, l'Outre-mer qui a donné tant de champions à la France, notamment Marie-Josée Pérec et bien d'autres. On n'a pas de piste d'athlétisme. La piste est dégradée. Notre piscine est dégradée. L'État ne met pas les moyens. Je le dis encore, c'est la solidarité qui nous permettra d'avancer. On a noté plus de responsabilités locales ce matin. On n'a pas arrêté d'en parler. On demande cela, mais comme je le dis, c'est avec l'appui des autres présidents de région que nous allons peut-être pouvoir faire évoluer les choses chez nous. Nous avons essayé de fabriquer un référendum, un mémorandum à soumettre au gouvernement quel qu'il soit. Mais il se trouve que ce mémorandum a été approuvé à l'unanimité. Et dans ce mémorandum se trouvent des propositions relativement fortes. En particulier, vous avez parlé d'une proposition phare, c'est de taxer les services. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ces services qui représentent partout en Martinique et dans tous les Outre-mer
une part importante dans le PIB et dans le part des entreprises, nous pensons pour une justice fiscale plus appropriée que quelques centimes soient placés à ce niveau. Je crois que cette proposition a été adoptée par tout le monde et c'est pourquoi nous avons proposé un document, qu'est-ce que vous voulez, je veux dire, qui a fait mouche et que par conséquent, tout l'honneur ne me revient pas. Je remercie tous ceux qui m'avaient fait confiance pour faire un tel document et je pense que l'État va mettre la main aussi à la pâte, non pas en nous donnant n'importe quoi, mais en rétablissant petit à petit. Et le comité de Miss Jeunesse Guadeloupe est à la recherche de sa nouvelle ambassadrice qui représentera donc notre île à l'élection de Miss Jeunesse France 2018. Pour cela, un casting s'est effectué dans une galerie commerciale où 20 jeunes adolescentes ont été sélectionnées pour donc prétendre à la couronne régionale. Un reportage signé Xavier Foucan. J'ai dû présenter mon titre, faire la promotion du comité avec des photos, les partenaires, les défilés, être présente sur les autres élections. C'est surtout de la présentation, c'est un peu être l'égérie de Miss Jeunesse. Moi, je suis dans le monde de la mode depuis toujours, c'est une passion. Donc j'ai commencé très tôt, donc avec les photos, les défilés. Puis je voulais me présenter dans une élection de Miss, mais je ne pouvais pas parce que je suis trop petite. Donc j'ai eu la chance avec Miss Jeunesse de me présenter. Nous avons créé cette sélection de Miss Jeunesse Guadeloupe à la demande du comité national Miss Jeunesse France qui a créé cette élection. Et donc aujourd'hui, nous sommes en charge de l'organiser en Guadeloupe, à la Martinique, mais également en Guyane. Nous avons fait une promotion donc, en distribuant des flyers, en distribuant par les pages Facebook aussi, puisque les jeunes gens, les jeunes filles ont toutes des pages Facebook. Nous nous sommes rendus dans différents collèges et lycées, donc directement pour rencontrer des jeunes filles afin de leur donner l'information et qu'elles la partagent avec d'autres qui pourraient être intéressés. Le comité Miss Jeunesse nationale nous a demandé de prendre la délégation et nous a confié la licence de ces 3 élections. Donc là, aujourd'hui, nous avons commencé par la Guadeloupe. Nous allons poursuivre dans les semaines qui viennent par la Martinique et ensuite conclure par la Guyane, en sachant que l'élection même de Miss Jeunesse Guadeloupe, Martinique et Guyane va se faire après la mi-juillet et l'élection nationale où vont être présentées ces 3 jeunes filles représentant donc les territoires que je viens de nommer va se faire avant la fin de l'année 2017. Nous allons avoir tout à l'heure, dans les minutes qui suivent, le nom des jeunes filles qui sont sélectionnées pour participer à l'élection Guadeloupe. C'est en plusieurs étapes. La première étape, c'est le casting. C'est aujourd'hui. Peut-être y aura-t-il un autre casting, un deuxième casting qui sera organisé, puisque nous souhaitons avoir 20 candidates qui seront présentes le 15 juillet, si c'est cette date que nous retenons pour l'élection Guadeloupe. Et donc, à la mi-juillet, les candidates qui auront été sélectionnées lors des différents castings vont venir cette fois-ci se présenter dans différentes tenues. Et ces différentes jeunes filles, l'une d'entre elles seulement, sera sélectionnée pour devenir la Miss Jeunesse Guadeloupe. Étant donné qu'il n'y avait pas de critères de poids ou de taille, c'est vrai que ça a été difficile de sélectionner celle qui correspondait le plus au ressenti qu'on avait lors des défilés. Mais j'avoue quand même qu'elles avaient quand même de nombreux avantages. Et bon, elles sont jeunes, c'est vrai qu'on ne va pas leur demander beaucoup, mais c'est vrai que pour les candidates qu'on a eues pour la première sélection, nous sommes plutôt satisfaits en tout cas, parce que bon, en termes d'élocution, présentation, démarche, on a eu quand même un bon cru. Il y a certains profils qu'on voit déjà à l'élection nationale, voire peut-être même internationale. Voilà, notre première invitée est dans le ZCL, l'émission la plus regardée entre 12h30 et 14h. Il s'agit de Priscilla Delaney, c'est la coordonnatrice, peut-être l'une des cofondatrices de Nouveau Regard, ce festival qui va débuter, le festival de cinéma qui va débuter cette semaine, puisque la conférence de presse a déjà eu lieu. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie de vous dire, on passe d'un festival à l'autre. Et oui, on reste dans le même domaine surtout. Oui. Donc on a toujours la même volonté. Qu'est-ce qui va changer ? Ce qui va changer, c'est qu'on est dans une vision différente, c'est-à-dire qu'on va vraiment parler du cinéma qui fait l'actualité et le cinéma qui va faire l'actualité, c'est-à-dire le cinéma de demain. Donc on va vraiment parler de cinéma novateur, dans le sens où les nouvelles technologies prennent part au cinéma d'auteur et permettent aux auteurs de s'exprimer différemment.
Alors, j'ai reçu il y a quelques semaines Nina Villus, qui est présidente de l'association qui gère ce festival. J'ai comme l'impression que c'est un festival de femmes quand même. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la direction. C'est un festival de passionnés. J'ai pas vu beaucoup d'hommes. On a des hommes qui nous entourent, bien sûr, qui sont avec nous à nos côtés. Sur les câbles. Comment? Pas toujours, non, pas toujours. C'est surtout un festival qui regroupe des passionnés, puisqu'on s'est connus dans le domaine du cinéma, toutes. Oui. Donc, on partage la même vision, les mêmes ambitions. Donc, on a voulu vraiment mettre quelque chose en place ensemble. D'accord. Alors, nouveau regard. Alors, c'est quel regard? Il est nouveau, mais c'est quoi le regard? Eh bien, c'est un regard sur le cinéma qui innove, le cinéma récent, puisqu'on va parler du cinéma caribéen qui est assez jeune. Donc, on a 12 films caribéens, on a des films internationaux vraiment avec des regards très nouveaux. On a le film de Moonlight qui a été oscarisé, qui est le deuxième long métrage d'un jeune réalisateur qui a vraiment fait parler de lui dans tous les festivals de la planète. On a des films qui ont vraiment donné un nouveau ton au cinéma cette année. Et puis on a ces films qui sont d'un genre nouveau, qui sont des films en 3D et en réalité virtuelle. Alors, l'un des principaux problèmes des festivals, parce qu'il y en a, je crois, 5 ou 6 maintenant, de festivals de cinéma, ce qui prouve que la Guadeloupe, c'est pas seulement une terre de champions, ça doit être une terre de cinéma aussi. Terre de cinéma et de culture, oui. Et de culture. Et donc, j'ai vu, vous connaissez bien le FEMI, puisque vous y avez travaillé il y a quelques années, qu'il y avait une désaffection du public pour les séances du dernier FEMI. Alors, comment vous allez vous prendre? Bon, bien sûr, vous êtes là pour faire la promo, mais comment vous allez vous prendre pour attirer les spectateurs vers cette salle? Tout se fera au Mémorial, je crois. Alors, on a des séances au Mémorial Act ainsi qu'au Rex. Et on a une séance inédite, donc justement pour montrer au public qu'on peut apprécier un film dans un lieu complètement différent, qui n'est pas forcément une salle sombre avec des chaises bien rembourrées. On verra le film sous l'eau, c'est ça? On peut regarder le film sous l'eau si on veut, mais en tout cas dans l'eau, ça c'est sûr, à Ravinchod, à la station thermale de Ravinchod. C'est une séance aquatique, ça? C'est une séance aquatique pour ceux qui le souhaitent, puisqu'on peut aussi s'installer au bord des bassins et profiter du film en plein air. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est amener les gens, non pas seulement dans les salles obscures, parce que le Rex, Laurence, qui est notre chroniqueuse ici, me dit que jusqu'ici ça va bien. Oui. Dans 6 mois, je ne sais pas, il y aura un nouveau complexe. Je ne sais pas si elle pourra dire toujours pareil. Mais en fait, les films qui sont programmés, alors j'ai vu qu'ils sont pour la plupart des films en exclusivité. Oui, tout à fait. Alors ça a été compliqué d'avoir des exclus parce que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail d'un an en fait. On négocie, on sous-titre aussi des films. Donc on met vraiment un accent particulier dessus pour pouvoir proposer au public guadeloupéen des films de nos voisins caribéens, mais accessibles à tous. Voilà, donc on sous-titre les films, donc on négocie avec les distributeurs pour pouvoir avoir ces exclusivités, pour amener quelque chose de nouveau, puisqu'on ne voudrait pas faire de redites et surtout pas être un festival de plus, mais un festival qui est utile aussi à sa manière. D'accord, alors sur cet aspect de plus ou pas, quelle est la part des cinéastes guadeloupéens déjà? Caribéens, nous sommes caribéens, mais il y a des jeunes réalisateurs guadeloupéens. Est-ce qu'on les retrouve dans le festival? On les retrouve dans le festival puisqu'on a lancé un appel à films il y a quelques mois justement pour avoir une programmation qui reflète le cinéma de chez nous. Donc on a lancé cet appel à films, on a eu beaucoup de réponses et on a justement dans la programmation caribéenne à peu près 4 ou 5 films caribéens. C'est une petite programmation puisqu'on est sur 3 jours. Donc on espère. C'est un début sur 3 jours. C'est un début. On a voulu avoir une édition en avant-première un peu réduite pour montrer au public ce que c'est que Nouveau Regard, pour aussi avoir les retours du public et ajuster en fonction du public et des professionnels et ajuster en fonction pour proposer une autre édition l'année prochaine. Un festival en général, il y a toujours un prix de ceci, prix du premier métrage, du long ou du court. Vous n'avez pas prévu le prix? On n'a pas de compétition cette année. C'est un choix. C'est un choix pour la première édition. L'année prochaine, on va mettre en place une compétition, mais on essaie de la tourner plus vers les nouveaux médias
pourquoi pas un prix, une compétition avec des films tournés avec les téléphones portables, hein, puisque maintenant, ou des web documentaires vraiment tournés vers les nouveaux médias. Donc c'est vraiment à ficeler. Mais en tout cas, cette année, on a voulu vraiment proposer au public cette édition qui lui est complètement dédiée. Et l'année prochaine, on va vraiment étoffer avec cette compétition. Alors l'autre aspect, c'est le lionnage ou les relations avec les confrères de la Caraïbe. Enfin, je ne sais pas, je crois qu'il y a un festival à Trinidad. Bien sûr. Il y en a un peut-être en Martinique, je crois. En Martinique, les rencontres cinématographiques. En Guyane, où vous étiez. En Guyane, il n'y en a pas. Malheureusement plus. Le festival qui s'appelait Amazon. Oui. Cine Amazonia, malheureusement, n'existe plus. Alors, comment ça s'est fait facilement Ça s'est fait facilement, puisque c'est vrai qu'on a tissé des liens au fil des années, puisqu'on n'est pas. Ça fait quelques années qu'on travaille dans ce domaine, que ce soit Nina Villus, la présidente de l'association qui est productrice, et ainsi que Pascal Grenier, la cofondatrice du festival. Donc on a un réseau qui est déjà constitué, et donc on a fait part à notre réseau de notre projet. Ils ont tout de suite adhéré, et c'est vrai qu'on a travaillé en coopération avec les alliances françaises, les commissions de films de la Caraïbe et les festivals tels que le festival de Trinidad et Tobago. Alors, s'il y a un film à voir, alors, il y en a 35 à voir. Il faut voir, on ne peut pas tout voir. On ne peut pas tout voir. C'est vrai qu'on va devoir faire un choix, mais le choix est quand même assez large. Oui, il est subjectif. Donc, tout dépend des goûts du public. C'est vrai qu'on en a pour tous les goûts. On a des films expérimentaux. On a des longs métrages. On a des longs métrages, des courts, des documentaires, des moyens métrages, des films expérimentaux, des fictions. Alors, comment on peut qualifier ce festival? Parce que vous avez par exemple Festival des droits de l'homme, Festival des documentaires. Justement, non, on n'est pas un festival thématique, c'est-à-dire on est généraliste, mais avec un fil conducteur qui est la nouveauté et l'innovation. Donc ce sont des films récents qui ont moins de 2 ans, en tout cas pour les films caribéens. Les films internationaux ont été tournés l'an dernier, donc ont été souvent primés cette année, en 2017, comme Moonlight ou Divine. Et on a donc ce côté innovation avec les films en 3D et en réalité virtuelle. Donc on est vraiment dans un côté nouveau, innovateur. C'est vraiment le mot d'ordre du festival. Ça signifie que pour les films en 3D, il faut venir avec ses lunettes? Pas du tout. Tout le monde sera équipé. Tout le monde sera équipé. Bon, on est équipé. Oui, vous venez et vous êtes prêts à découvrir les films. Ce ne sont pas les bonnes. Non, ce ne sont pas les bonnes. Pas totalement, effectivement. Donc, non, parce que maintenant, la réalité virtuelle aussi. Oui, le public arrive, il s'installe sur la chaise, on l'équipe et il découvre le film. Tout va bien. À 360 degrés. Donc alors, autre chose, le festival, il est payant par contre. Le festival est payant, puisque nous sommes une association. Jeune en tout cas. Pas pauvre, donc oui. Jeune en tout cas, et on a un prix unique qui est de 6 €. Oui. Voilà. Il y a un peu un pass pour les... Il y a un pass effectivement pour voir les films, donc qui est crédité, c'est un pass électronique, qui est crédité de 4 places, qui est à 22 €, et on peut le recréditer tant qu'on veut, à l'infini, pendant tout le festival, de 4 places à chaque fois, et on peut le garder aussi pour l'année prochaine. Ah, ça peut servir pour l'année prochaine. Il servira l'année prochaine. On pense déjà au prochain festival? On pense à long terme, bien sûr. Ça signifie que... Et on pense à la planète. Donc, voilà. Ça signifie que ce festival reviendra chaque année au moins à la même période? Il reviendra chaque annne. Il reviendra chaque année à une période où on n'aura pas trop d'événements en même temps, puisque le but n'est pas de se chevaucher. Ah oui, ça c'est le gros problème de la Guadeloupe. Ça, c'est le chevauchement des événements. On n'arrive pas à comprendre pourquoi. En tout cas, Priscilla, merci d'être venue. Le temps de départ, c'est... Alors, c'est le 31, c'est vendredi 31 avec la séance d'ouverture et un film en parallèle au Rex, et ensuite des conférences, des masterclass, des projections jusqu'à dimanche. Des ateliers aussi. Des ateliers pour découvrir ce que c'est que les nouveaux médias dans le cinéma, avec des experts des nouvelles technologies. Et voilà. Donc, et pas encore de marché du film? Non, pas de marché du film. Non, c'est pas notre ambition. On est là pour donner des informations aux professionnels. Notre ambition est de toucher le public et d'inciter, en tout cas de susciter des vocations. Oui. Et tout ça est bien sûr possible grâce à nos partenaires. Je tiens quand même à les remercier. Oui. Ils ont vraiment joué le jeu tout de suite. Ils ont vraiment pris part à l'aventure. Donc un grand merci à la région Guadeloupe, évidemment, à la DAC Guadeloupe, Canal+, et tous les autres qui nous soutiennent. Et ça, c'est une question à la professionnelle. Puisqu'il s'agit de nouveaux regards. Quel est votre regard sur le cinéma guadeloupéen? Eh bien, mon regard, il est extrêmement optimiste et il est assez émerveillé d'ailleurs.
Donc j'invite tous ceux qui me regardent à venir voir ce que j'ai vu et ce qui m'a vraiment plu. C'est un cinéma extrêmement riche, divers et innovant. Priscilla Delaney, cofondatrice de ce festival et directrice aussi générale et artistique du Nouveau Regard, festival qui démarre donc le 31 mars, qu'on vous invite à fréquenter, puisque ZCL aussi soutient ce festival, et je pense que si Nouveau Regard, bon, nouveaux médias, nouvelle émission. On continue, il est 12h51 minutes, 52 même, Mendy, Nouveau Regard, nouvelles lunettes. On continue donc le journal, bien sûr, je vous embête. Je voulais laisser à la fin. À l'occasion donc de la 7e édition de la semaine donc de l'industrie sur le thème de l'industrie aussi c'est écologique, et bien donc la région des îles de Guadeloupe ainsi que Synergie de l'association donc des MPI organisait donc ce matin une conférence sur l'industrie durable, facteur de compétitivité. Ça se tenait donc au CWTC à Jarry, mais on fait le point avec ce reportage signé Anne-Elisabeth Arsène. Semaine de l'industrie au WTC, c'est sous la coupole de la CCI des îles de Guadeloupe. Et nous sommes très fiers, nous CCI, d'être impulseurs du système. On va parler d'énergie, on va parler de tout ce qui est économie d'énergie. Et ça, heureusement, Dieu merci, que la CCI est vraiment la maîtresse du système. C'est important pour nous, parce que nous sommes dans une île et où la maîtrise de l'énergie devient indispensable. Je pense que la maîtrise de l'énergie deviendra un problème culturel. Nos jeunes, nos plus jeunes, nos très jeunes doivent être mobilisés vers une maîtrise de l'énergie. Il n'y a que comme cela que nous allons réaliser enfin un objectif et qui est porteur d'emploi. Qui dit maîtrise d'énergie aujourd'hui dans le territoire des Antilles dit porteur d'emploi, création d'emplois. Et c'est cela que nous devons viser. Et aussi, qualité de vie. Nous aurons une autre qualité de vie demain. Donc, maîtrise de l'énergie, création d'emplois, culturel. Il faut que tous nos jeunes, nos très jeunes, soient mobilisés sur ça. Cette semaine de l'industrie durable, je crois que le mot important, c'est durable. Eh bien, la collectivité régionale accompagne les industries là-dessus. Alors aujourd'hui, la région accompagne par des outils comme l'aide à l'activité au démarrage ou encore à l'aide à l'investissement, les industries, mais d'une manière plus générale, je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus de 49 millions d'euros que la région a fléché sur le programme opérationnel FEDER 2014-2020 pour accompagner la transition énergétique auprès de ces industries. Il faut également compter 16 millions d'euros que nous mettons au niveau de la valorisation des déchets, traitement, collecte et valorisation des déchets. Donc aujourd'hui, une industrie durable, c'est à la fois ces industries qui travaillent dans la croissance verte, mais également la région appuie les industries qui ont un vrai projet sociétal, environnemental et qui s'inscrivent dans un cercle vertueux parce que finalement, lorsque l'industrie travaille dans les règles environnementales, eh bien c'est la santé publique qui est protégée, c'est notre biodiversité qui est respectée. 12h55, vous nous suivez donc le ZCL, l'émission la plus regardée dans la tranche midi 30, 14h et écoutez sur RHT Guadeloupe 89.8 et 90.8. À tout de suite. Voilà, il est 13h02 dans le ZCL en direct de RHC. Je vous l'ai dit, nous attendions monsieur Jean-Philippe Oumoutoundé. Ça y est, il est là. On va parler avec lui de ce film qui va être projeté au Rex Les Figures de l'Ombre. Ce sera demain, jeudi 30 mars. Mais avant, on va quand même le saluer. Bonjour. Bonjour, je salue vraiment tous les téléspectateurs de Canal 10. Merci d'être venu pour nous parler de ce film Les Figures de l'Ombre et de cette conférence débat qui aura lieu demain au Rex. Mais avant, je vais vous poser une question. Nous en parlions tout à l'heure au micro. Sur l'origine de l'homme, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. On sait très bien qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a plusieurs races, race jaune, race noire, race blanche, etc. Finalement, aujourd'hui, il est pratiquement avéré que l'origine de l'homme naît en Afrique. Oui, c'est-à-dire que
Pour expliquer les choses simplement, comme je l'explique dans certains entretiens que j'ai en Europe, la problématique dans laquelle nous sommes, c'est que l'homme que nous représentons, peu importe sa physionomie, appartient à un seul génome qui est le génome africain. Ouais. Même si on parle de l'homme de Néandertal, on parle d'autres hommes, ce n'est pas la même anatomie, ce n'est pas le même ADN. Oui. Vous voyez ? Donc, je veux dire, il ne fait pas, ce sont des individus qui ne font pas partie de notre famille humaine. C'est ça la problématique de fond. Maintenant, le débat que nous avons eu depuis une dizaine d'années, c'est que quand il y a eu la reconnaissance officielle que l'homme moderne est né en Afrique, il y avait un débat qui s'est instauré que oui, mais l'intelligence est née en Europe. N'oubliez pas, avec la grotte de Lascaux. Tout à fait. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat ? La découverte de Blombos en Afrique du Sud a montré que la science géométrique est née en Afrique. Donc tout le monde a reconnu que cette intelligence naît avec 50 000 ans d'avance avant l'apparition donc, de la forme intelligente en Europe, donc avec ces hommes modernes africains qui arrivent en Europe. Avec la découverte de Pinnacle Point, on a reculé de 170 000 ans. Donc là, on se retrouve pratiquement avec 140 000 ans d'avance. Ouais. Mais qu'est-ce que tout cela démontre ? Ça démontre que, en fait, l'histoire était basée sur l'idéologie. Et que nous nous sommes éloignés de la vérité. L'homme est né en Afrique, l'intelligence aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Afrique est reconnue berceau de l'écriture, berceau des mathématiques. Donc les mathématiques, notamment avec l'Ossi Shango, on a pour la première fois les 4 opérations. On est en 25 000, moins 25 000 de l'ère ancienne africaine, République démocratique du Congo. Il faut savoir que la Belgique a fait une statue de 7 mètres de haut pour célébrer ça. Et le code barre vient directement de cette notification de valeurs mathématiques sous forme de traits. Et c'est pour ça que l'année mondiale des mathématiques, on a fait un timbre sur lequel il y avait les traits. Et tout le monde a dit, mais est-ce que ce sont les traits par rapport au code barre ? Les gens ont dit non, ce sont les traits par rapport à la tablette d'Ishango qui montrait déjà des valeurs mathématiques sous forme de traits. Après, il y a une chose qui n'est pas dite. Et c'est là où il faut quand même souligner. Il y a 2 choses qui ne sont pas dites. Premièrement, le CNRS a statué sur le fait que l'écriture est née en Afrique, à Diplof, en Afrique du Sud, en moins 60 000. Ouais. Donc vous voyez que c'est quand même ridicule sur des œufs d'autruche. Les gens peuvent aller voir sur Internet. Il suffit de taper le numéro 244 du journal du CNRS. Ils verront que le journal du CNRS dit bien que l'écriture est née en Afrique en moins 60 000. Maintenant, la deuxième problématique, c'est le livre. Quand on vous dit qu'on a trouvé le premier livre à Nagamadi, Nagamadi c'est en Afrique. Oui. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi on a trouvé le premier livre en Afrique et personne n'en parle ? Parce que dans ce livre-là, Jésus est marié. Vous voyez l'affaire ? Donc comme il y a une thèse qui a été retenue et l'autre, elle a été cachée, donc on trouve un livre en Afrique qui dit que Jésus est marié, il a une femme, et sous prétexte que ça ne plaît pas à certains, cette information est cachée. Et le résultat, c'est que les enfants pensent que le livre a été inventé par d'autres personnes. Donc moi, je dis qu'il faut quand même arrêter, c'est pour ça que je le dis vraiment très simplement, il faut quand même arrêter. Moi, j'ai fait ma scolarité en Guadeloupe. On m'a toujours expliqué qu'on était derrière tout le monde. Moi, j'ai jamais cru cette version. J'ai dit, je vais aller vérifier. Sauf que moi, j'ai été vérifié auprès des chercheurs. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai la chance d'être en compagnie de ces chercheurs, d'avoir, par exemple, fait une réunion par téléphone, donc avec des chercheurs qui étaient en Allemagne hier. Vous voyez ? Mais la chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire état. C'est vrai qu'il y a des problématiques de moyens de diffusion pour faire connaître tout ça. Et quel est le problème que ça crée ? Ça crée que nous avons un regard passéiste sur notre culture. Nous sommes en train de ruminer les mêmes idées. Moi, je suis parti faire des études, je reviens, on rumine les mêmes idées, alors que la culture noire a été reconnue comme une culture fondamentalement scientifique. Alors, on peut dire que l'histoire de la civilisation noire a été totalement falsifiée. Totalement falsifiée. Vous savez, tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on a raconté ne tient même pas 2 minutes, hein. Ça ne tient même pas 2 minutes. Regardez, par exemple, on vous disait que la grotte de Chauvet datait de moins 35 000 ans. Qu'est-ce qu'on a découvert ? Le seul laboratoire qui a daté, c'est un laboratoire français. Ça ne se fait pas. Oui. Il faut qu'il y ait 3 laboratoires minimum, appartenant à 3 pays différents, qui font la datation. Quand les Américains ont demandé à avoir la datation, qu'est-ce qu'on retrouve ? Moins 15 000 ans. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Oui. Donc on se dit, mais où allons-nous ? Parce qu'on sous-tendait que les hommes modernes africains qui étaient restés en Afrique étaient bêtes,
ceux qui étaient arrivés en Europe étaient devenus comme par magie intelligents en prenant une date de moins 35 000 ans que finalement une contre-expertise a ramené à 15 000 ans. Donc vous voyez que la chose elle est quand même assez surprenante. Une dernière petite précision, et en fait tout cela remonte même avant les Égyptiens. Alors, la chose c'est qu'il faut savoir que la science qui a permis l'édification des pyramides, elle est née véritablement à Blombos, en Afrique du Sud, en 80 000. Parce que la forme triangulaire que nous retrouvons sur l'os gravé, sur la pierre gravée, c'est la forme triangulaire de la pyramide. Mais il ne faut pas oublier une chose. L'Afrique invente la triangulation. Et c'est quoi la triangulation? La triangulation, c'est le GPS. Voyez, et c'est pour ça que je suis d'accord avec le professeur Adjei Magbo qui enseigne à l'école centrale de mathématiques en disant que les mathématiciens du monde noir n'ont pas encore compris la portée technologique. Parce que vous savez, quand vous prenez la triangulation, qu'est-ce qui permet d'avoir une image 3D quand vous faites une image de synthèse? C'est le fait d'utiliser cette triangulation pour pouvoir obtenir justement la mise en relief de l'image. Donc ça, c'est aussi très important. Voyez, donc tout ça montre que nous avons un potentiel énorme. Mais la chose, c'est qu'il nous faut peut-être changer de lunettes ou changer de lentilles, c'est-à-dire avoir des lentilles qui sont des lentilles noires. Parce qu'on regarde avec les lentilles des autres, et qui fait que tout est là, évidemment, et on ne voit pas. Donc c'est ça qui est un peu surprenant. Alors, venons donc, Jean-Philippe, aux Figures de l'ombre. C'est un film qui va être diffusé, je le disais, au Rex demain soir, à partir de 20h. Il y a aussi une conférence. Alors, quelle est la particularité de ce film sur les figures de l'ombre? Alors, les figures de l'ombre... On va tout raconter, mais juste... Oui, mais c'est un régal. On va faire un teaser, on va dire. Non, c'est un régal. Disons que l'histoire qu'on nous a racontée, c'est que les Noirs étaient censés arriver à 5h de l'après-midi pour passer la serpillière et passer le balai, quand tout le monde avait fini de travailler. Et voilà qu'on nous montre que, mais non, c'est-à-dire que ce sont des femmes noires, il faut comprendre la chose, hein, ce sont des femmes noires qui remplaçaient les ordinateurs à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur. Et parmi ces femmes noires, il y en a 3 qui avaient un génie mathématique qui dépasse l'entendement. Alors c'est d'autant plus intéressant parce qu'on est en pleine semaine des mathématiques de découvrir que la conquête spatiale américaine a été rendue possible par 3 femmes noires au génie extraordinaire. Et ce qui va se produire, c'est que lorsque tous les ingénieurs de la NASA vont se retrouver complètement bloqués et lorsqu'il faut inventer une nouvelle forme de mathématiques qui n'existe pas, eh bien, ce sont ces 3 femmes qui vont prendre le relais et qui vont relever le défi et qui va faire en sorte que la première fusée américaine va pouvoir s'élever dans l'espace. Mais ce qu'il y a de fort, c'est que quand on va installer le premier ordinateur à la NASA, personne ne saura le faire tourner, et c'est encore une de ces femmes noires qui va faire tourner pour la première fois le premier ordinateur IBM et qui va devenir responsable du département IBM de la NASA. C'est de ça dont je parle. C'est-à-dire que, vous savez, moi je vais vous dire une chose, mon très cher. Les gens parlent de la violence, mais vous savez qu'il y a le jour et la nuit. Vous avez remarqué que quand arrive le jour, la nuit s'en va, hein? Donc, c'est-à-dire, c'est comme ça. On ne peut pas combattre le feu en disant on va combattre le feu, c'est pas bien qu'il y ait le feu. Mais qu'est-ce qui combat le feu? C'est l'eau. Mais on ne parle pas suffisamment de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et ce que je constate une chose très simple, c'est que les idées positives chassent toujours les idées négatives. Mais pour peu que les idées positives soient suffisamment porteuses d'imaginaire, vous voyez, vous transportent véritablement hors de votre périmètre habituel, que ce soit culturel ou géographique, eh ben, ça fait que ça occupe positivement le cerveau et ça vous donne envie de vous dépasser. Parce que moi, ça fait 5 ans que je fais des ateliers mathématiques dans les établissements scolaires et le constat, c'est que les enseignants me disent non, il faut admettre que ça change les choses sur le plan de la motivation, sur le plan de l'intérêt pour les mathématiques, et puis tout simplement, l'enfant se rend compte finalement qu'il a ses capacités. Moi, je ne sais pas, pour vous donner un exemple, hein, il y a un enseignant qui m'a dit, un jour, il est venu faire un exercice avec les élèves en leur disant, nous allons faire le théorème de Pythagore. Les enfants lui ont dit, vous savez, monsieur, nous, on est des Guadeloupéens. Ceux qui peuvent faire le théorème de Pythagore avec le cerveau qu'il faut, laissez-les faire, mais donnez-nous un théorème de Grandfond, Sainte-Anne, ou enfin, quelque chose qui nous ressemble, quoi. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et le professeur a été choqué. Et c'est pour ça qu'il m'a dit non, il faut qu'on mette en place des espèces de passerelles qui montrent à l'enfant que ta culture déjà est mathématique. Tu n'es pas là pour apprendre les mathématiques parce que tu en fais déjà. Quand tu fais des tresses africaines, ce sont des algorithmes géométriques.
Tu fais des symétries parfaites quand tu te coiffes entre le côté gauche et le côté droit. Donc tu n'es pas là pour apprendre ce que tu fais déjà dans ta culture. Maintenant, il faut tout simplement avoir une passerelle qui te permet de voir ta culture différemment. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, donc, demain soir, c'est un film à ne pas rater. Non, demain soir, c'est un film à ne pas rater. Oui. Mais aussi, et après, il y a le débat. Et après, il y a la conférence. Et la semaine prochaine, Jean-Philippe, vous... Donc, le 4 avril. Oui, 4 et 6 avril. 6 avril, voilà. À 9h au Rex. Les scolaires, on dit ça, c'est à la veille des vacances. On dit ça aux parents. Donc, portez monnaie. Portez monnaie, parce que le cinéma est prêt. Ouais. Je dirais, il suffit d'appeler le cinéma Rex pour réserver les places pour les enfants. Oui. Mais il faut... Moi, ce que je voudrais dire... cette opération, au départ, elle a été initiée par la Martinique. Ouais. J'ai reçu des milliers d'enfants au cinéma Madiana. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que pratiquement tous les enseignants avaient compris l'enjeu que représentait en termes de motivation, en termes aussi de changement de mire, cette histoire-là pour les enfants. Je ne voudrais pas qu'en Guadeloupe, on fasse le moonwalk à l'envers, alors qu'il faut assumer nos responsabilités d'adultes et il ne faut pas venir pleurer après qu'il y a de la délinquance si on n'a pas assumé, justement, lorsqu'il y a eu des opportunités, on n'a pas assumé ce désir de vouloir changer les choses. Juste un dernier mot, Jean-Philippe Mountounde, l'Institut d'Histoire ANIA fonctionne toujours. Hein? Oui, alors l'Institut d'Histoire ANIA, ce que nous faisons, ce sont les humanités classiques africaines. Oui. C'est-à-dire, j'apprends par exemple aux gens à lire l'égyptien ancien. Parce que tous les peuples ont une langue classique. L'égyptien ancien, c'est une autre notification du créole. C'est-à-dire, comme on parle créole, c'est comme on parle l'égyptien. Sauf qu'on note avec des signes. Mais c'est quand même beau de venir voir comment nos ancêtres ont initié cette langue-là avec un système de codification, mais aussi avec des mots. Pourquoi les mots? Par exemple, prenons le verbe chanter. Dans la tradition des anciens, c'est vivifier une parole. Vous voyez, ici, vivifier une parole. Pourquoi? Parce qu'il faut toucher le cœur de la personne, non pas l'intellect. La parole, c'est med, mais la chanson, c'est essiou. C'est-à-dire, on est là pour vivifier la parole, c'est-à-dire donner à la parole une puissance. Et qu'est-ce qui donne la puissance à la parole? C'est le chant. Donc c'est pour ça qu'on a inventé le chant. Merci Jean-Philippe, on vous retrouve donc demain soir, je le redis, au Rex à partir de 20h, cette conférence débat et surtout ce film, Les Figures de l'Ombre. Il faut juste une chose, c'est remercier aussi le cinéma Rex, qui a ouvert véritablement les portes et qui a compris tout de suite l'enjeu justement de cette opération. Et vous ne serez pas étonné en sachant que la directrice du Rex, c'est notre chroniqueuse cinéma, elle vient tous les jeudis ici, Laurence Welch, qui vient tous les jeudis nous présenter. Elle sera là d'ailleurs demain, on reparlera probablement des Figures de l'Ombre demain dans l'émission, dans le 7 ciel de demain. Merci en tout cas d'être là. Il est pratiquement 13h15. On retourne avec Mendy et ses lunettes qui ne sont pas encore noires, mais enfin ça Kevin. Et on continue. Et les amateurs de brocante étaient donc invités à venir vendre ou encore à échanger donc sur la place Gerty Archimède de Morne-à-l'Eau. On y trouvait vêtements, plantes, livres, produits divers. Voilà, la ville de Morne-à-l'Eau tenait maintenant à proposer cet événement qui va donc avoir lieu chaque 4e dimanche du mois et voire même l'étendre aux différents quartiers donc de la ville. L'occasion donc de donner une seconde vie aux objets usagés et réduire éventuellement les déchets ou encore instaurer des échanges plus équitables au sein de la population de Morne-à-l'Eau. Un reportage signé Xavier Foucault. Dans le cadre de ce premier grand marché aux puces organisé par nos différents services culturels, services de développement économique. Donc un grand merci à tout un chacun. La ville de Morne-à-l'Eau étant ville durable, si on peut dire, à développement durable, la ville qui veut qu'on consomme autrement, a décidé cette année de mettre en place le premier grand marché aux puces, permettant non seulement aux Morne-à-l'Ois, mais aussi à tous les Guadeloupéens de venir échanger, vendre et puis permettre aussi à certaines familles d'avoir un petit peu d'argent en ce temps difficile. Nous avons à peu près 90 participants, sachant que nous étions obligés de refuser du monde parce que ça nous demandait une organisation nettement plus large. Donc pour les prochaines éditions, à savoir chaque 4e dimanche du mois, nous allons devoir nous organiser autrement pour accueillir encore davantage d'exposants. Notre particularité, c'est que nous faisons dans l'ancienneté. Il y a des choses que vous aurez du mal à trouver et qu'ici, vous le verrez. Déjà, je vais même vous proposer de jeter un œil sur ce genre de produit. Là, nous avons, ce n'est pas une fleur, on aurait dit, mais c'est un phonographe
Ce phonographe a cet élément qui sert d'aiguille. Nous avons des aiguilles de rechange, d'accord? Avec ces aiguilles qui, une fois connectées à l'appareil, vous pouvez venir jeter un œil là. Le disque là, qui tourne avec la manivelle. Donc systématiquement, on avait une bonne qualité sonore. Donc nous avons une habitude, chaque marché aux puces, nous pensons que c'est une très bonne chose pour permettre à la nouvelle génération de connaître les choses qu'on a eues par le passé. Donc systématiquement, dès que vous entendez marché aux puces, que ce soit ici, Moronalo, que d'ailleurs qui cherche à pérenniser, je tire mon chapeau au maire de Moronalo en espérant que cela continuera en ce sens. Donc vous allez systématiquement avoir ce privilège de nous trouver. Le ZCL revient dans un court instant. L'heure pour nous de marquer une courte page de publicité. À tout à l'heure. Voilà, il est 13h29, non 28 minutes, j'ai volé une minute, à Manhattan, comme chaque année depuis 3 ans, elles sont là, tous les deux. Elodie Galvani, bonjour. Bonjour. Et Christine Gann, bonjour. Bonjour. L'association Manhattan est très active, surtout en cette période-là. En général, il y a une marche, il y a quelquefois un marché tropical. Donc il y a le métier d'antan, il y a la marche avec les enfants, il y a la marche annuelle et notre marche nocturne. Surtout la marche nocturne. Alors, le programme rapidement. Donc pour l'année, donc là, le 11 avril, donc déjà dimanche 2 avril, on a prévu les métiers d'antan, métiers d'avenir. Donc comme dimanche Sud, 2 avril à Beaumanoir-au-Gosier. D'accord. Le 11 avril, le 11 juin, excusez-moi. Ah d'accord, le 11 juin, oui. Le 11 juin, on a la marche annuelle, donc le départ à 6 heures. Au départ où? Au carrefour de Beaumanoir. Et on va jusqu'où? On va marcher à l'intérieur des terres, on va toucher Gosier, Sainte-Anne. Mais que ça dites-moi, vous faites la marche vous-même? Oui, je fais de la marche. C'est vrai? Et vous tenez le coup? Ah ben bien sûr, on doit s'entraîner 2 fois plus. Ah, vous entraînez quand même avant? Ah ben oui. Oui, d'accord. Et on aura notre marche nocturne au Cas, donc le 28 octobre. 28 octobre, c'est encore loin ça. C'est encore loin. On a l'occasion donc on a le temps de s'entraîner. De s'entraîner? Une marche de combien de kilomètres? Ben, il faut compter 17 km en moyenne. Quand même. Ouais. Mais c'est fait au rythme de go-kart. Mais vous partez à 20h, c'est ça? Non, on part à 18h30. Et on arrive? Les derniers arrivent vers 21h. C'est quand même dur, hein, ça. Le soir, avec, il y a des flambeaux. Comment ça se passe? Généralement, c'est la claire de lune. Donc, ah, d'accord, il y a la pleine lune. Alors, entre ces manifestations, que fait l'association Manhattan? Alors, l'association, c'est une association qui développe le bien-être par l'activité sportive. Donc, on organise tout ce qui est marche découverte, marche sportive. Donc, on organise également des manifestations culturelles telles que les métiers d'antan, dans lesquels on va valoriser les métiers qui existaient auparavant. Par exemple, quel Par métier? exemple, les fabricants de balais en latanier. Oui. On a les marches. Mais quand vous dites que vous allez valoriser, c'est-à-dire vous montrer jusqu'à comment ça se fait, ou bien vous décidez de relancer ce genre de choses? Alors, on a des artisans qui fabriquent et qui les vendent. Donc, c'est leur activité soit secondaire, soit principale. Oui. Donc, ils font la démonstration le jour J, le jour de la manifestation. Ils font les démonstrations, ils expliquent aux personnes comment faire, enfin, vraiment la fabrication du début jusqu'au produit fini. Alors, juste une question. La première fois que vous êtes venu, vous m'avez parlé de ces métiers d'antan que vous faites. Est-ce que vous avez le sentiment quand même, 3 ans après, puisque c'est la 3e année que je vous vois, que ces métiers commencent à revenir? Ben, tout à fait, hein, puisqu'on constate, donc par exemple, nous avons également des personnes qui font par exemple des balais en bambou. Grâce à cette manifestation, ça leur permet d'avoir plus de clients, d'avoir des retours. Donc c'est une manifestation qui, selon nous, est pérenne, en tout cas pour les artisans. Alors, il y a un métier que vous connaissez qui est en train de disparaître. Je ne sais pas s'il fait partie des métiers d'antan, c'est le métier de cordonnier. On voit de moins en moins de cordonniers. Je ne sais pas si vous savez, maintenant qu'on a une paire de chaussures, c'est direct qu'on doit... Si on ne peut pas la recycler, ni la jeter à la poubelle, comme disait Jean-Philippe tout à l'heure, il faut la recycler. Est-ce que le métier de cordonnier est dans la gamme des métiers à relancer? Alors, elle est certes dans une gamme à le relancer, mais c'est vrai que nous n'avons pas trouvé d'artisans cordonniers. Donc, c'est vraiment un métier qui disparaît. Exactement. Ouais, je ne parle même pas de clouteur, je parle de cordonnier. Il y a aussi des métiers, personnes qui mettaient des clous dans les chaussures, les clouteurs. Ça aussi, c'est un métier qui disparaît. Tout à fait. Tout à fait. Ouais.
Oui. C'est parce que les prix ont beaucoup baissé aussi pour les chaussures, même si c'est 4 fois moins solide. Donc, ah bon? Mais il y a encore, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus rares, mais ça existe encore. Ouais. Et tous ces métiers que vous avez recensés, on peut les voir quelque part. Vous avez rassemblé ça sur un site ou bien dans un livre. Comment vous faites ça? Bon, pour ce qui est du site, on travaille dessus. C'est-à-dire que déjà tout ce que nous faisons, ainsi que les contacts que nous avons, nous travaillons sur un site pour pouvoir permettre aux personnes de reprendre le contact sans passer forcément par nous en utilisant le site. Et donc, oui, le travail se fait. Le travail se fait. Alors, donc, on prend les rendez-vous, on va les rappeler parce qu'il y en a 3 et ils sont assez espacés. Alors, le premier, c'est le 2 avril. Donc, ce dimanche 2 avril, donc c'est à Beaumanoir, à Michaud 1, au Gosier. C'est la première marche? Non, c'est les métiers d'antan. Les métiers d'antan d'abord. Oui. Comment faire certains produits, par exemple le matelas en coton. Ah, même ça, le matelas, vous avez relancé ça? Oui. Donc, le matelas en coton. Avec la machine qui... Non, tout à la main. Tout est à la main. Tout est à la main? Et des vrais matelas? Oui, des vrais matelas en coton avec du coton cueilli. Du coton qu'on trouve en Guadeloupe? Oui, du coton qu'on trouve en Guadeloupe, qu'on a égrené en Guadeloupe. Bienvenue à bord, parce que vous ne savez pas qu'il y a du coton encore en Guadeloupe. Si, il y en a. Si, il y en a. En plus, c'est la période en ce moment. Oui. Et au Gosier, on en trouve? On en trouve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une production organisée, mais on trouve des personnes qui ont des cotonniers, notamment, par exemple, des personnes de certain âge. Alors, matelas en coton, quoi d'autre comme métier on entend? Alors, matelas en coton, de l'huile carapate, du sucre à coco. Du sucre à coco. Ah, d'accord, oui, quand même. Donc, ça ne disparaît pas, le sucre à coco, quand même. Les marchandes comme avant qui le font, de manière artisanale, il y a de moins en moins. Sucre à coco, doucelette et compagnie. Voilà, les douceurs. Voilà, on en trouve. On aura également les paniers en bambou qui reprennent de la côte avec la problématique du développement durable. Donc on aura... et des robacos, est-ce que ça, c'est un métier qui disparaît, ça, les fabriques, enfin les couturiers qui faisaient des robacos? Il y en a de moins en moins, on en a, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas pu développer cet atelier-là, puisque en 4-5 heures, ça reste encore difficile pour pouvoir faire les plis, pour avoir faire un robaco en matinée, c'est ça? Voilà, parce que ça prend du temps. D'accord. Ok, c'est vrai, Jocelyne? En effet, ça prend énormément de temps pour faire une robe à corps, parce que des fois, il faut voir que maintenant, c'est 6 à 7 mètres de tissu. Donc, il faut pouvoir les couper. Bon, donc, donc, quand on commande une robe chez une couturière, il ne faut pas attendre avant 1 mois, 1 mois et demi, même 2 mois avant d'avoir sa robe. C'est-à-dire que les plis creux qu'on met à l'arrière des robes à corps, on n'en fait plus tellement, donc ça prend un certain temps pour l'assemblage du tissu. Et ensuite, il faut tuyauter, il y a pas mal de choses à faire. Il faut faire les ceintures intérieures parce que la robe à corps a pour la vocation de tenir la taille. Donc il y a le cordon à l'intérieur qu'on trouve souvent. Et surtout que les femmes maintenant sont moins minces qu'avant. Enfin, je suis gentil. Je suis gentil. Je ne dis pas plus. Bien. Alors, donc... Nous sommes une majorité de femmes sur le plateau. Comme d'habitude, c'est pas une nouveauté, ça. ZCL, c'est toujours comme ça. Donc, je suis toujours minoritaire, mais c'est pas grave, j'assure. Alors, donc, le 2, métier d'antan, après. Le 11 juin, la marche annuelle. Oui. Et le 28 octobre, la marche au cas. La marche au cas nocturne. Je vais essayer un jour cette marche au cas nocturne. Et il faut dire que même pour les personnes qui ne sont pas de grands marcheurs, parce qu'ils ont la possibilité de faire une partie de la marche. Et généralement, même des gens qui annoncent au départ ne pas pouvoir faire toute la marche avec l'ambiance. Je peux essayer sans problème. On verra ça. Je vais essayer de noter ça. En tout cas, je vous remercie d'être venu dans ZCL, comme d'habitude, annoncer le programme du Manhattan, de l'association Manhattan. Et puis, on essaiera, si vous nous le rappelez, en tout cas, en juin et en octobre, les 2 autres rendez-vous qui sont prévus. Et là, on va tout de suite passer aux cocos et les abricots, parce que Martine est déjà là, mais je signe là, générique tout de suite.
Voilà, on va parler avec Jocelyne, bonjour. Bonjour Dani, bonjour Mandy. Vous êtes trop belle aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est votre anniversaire? Non, je pense qu'en tant que femme, il faut toujours se mettre à l'honneur et je me suis fait belle aussi pour les téléspectateurs qui me regardent. Et vous avez remarqué quelque chose, c'est Mandy? Elle a de très belles lunettes. Oui, de belles lunettes. Et elle nous voit encore mieux en technicolor. Bref, alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler du wax. Oui. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le wax? Bien sûr, je vais vous poser la question. Ben oui, c'est un tissu africain, mais on le nomme de mauvaise manière un tissu africain, sachant que ce sont les Hollandais qui le produisent. Oui. Donc, avant de rentrer dans les détails, je vais parler de l'histoire du wax. Comment il est apparu? Le wax est apparu, disons, entre le 16e et le 19e siècle. Comment? Pourquoi? Parce que les provinces du Pays-Bas, les Néerlandais avaient des terres en Indonésie qu'ils avaient gagnées. Et là, ils ont découvert le batik. Le batik, c'est un tissu fait par ces Indonésiens. Coloré. Oui. Très coloré, très beau. Et ils ont voulu rapporter ce batik en Europe et le fabriquer. Donc, les Anglais ont fait des usines que les Français qu'on professionnalisé grâce à la pérotine, donc ils ont pu mettre la cire, puisque le wax signifie cire, en fin de compte, et ils ont produit plus de batik. Mais arrivé en Indonésie, ils voulaient inonder le marché indonésien avec ce wax, mais les Javanais, ils ont dit nada, ils veulent pas, c'est pas beau, ils n'apprécient pas la qualité. Donc ils se sont rabattus sur les Africains. Mais comment ils se sont rabattus? Parce que pendant cette guerre d'Indonésie, ils avaient, pour pouvoir lutter contre les petites guérillas et tout ça, donc ils avaient fait venir des Africains de la côte de Ghana, des Ashanti, et on les appelait les tirailleurs néerlandais. D'accord. Donc, quand ils ont fait leur service, ils sont revenus dans leur pays avec ces fameux batiks dans leur bagage. Et ça a eu un grand succès en Afrique. Et donc, comme ça n'avait pas marché en Indonésie, les Hollandais se sont retournés vers les Ashanti et ils ont commencé la commercialisation de ces fameux batiks qu'ils ont appelés wax, à cause de la cire. Et donc, ça favorisait le pagne africain. Voilà, c'est exactement, oui, c'était le pagne. Et avec, disons, sous l'influence aussi des missionnaires, parce que les Africains, une grande partie vivaient nus ou à moitié dénudés. Oui, je vois que vous ouvrez les grands yeux, mais oui, c'était ça. J'étais pas là. Voilà, donc les missionnaires, sous l'influence de l'Église, ont voulu rhabiller tout le monde. Donc, c'était une aubaine pour eux que les Ashanti reviennent avec ce wax dans leur bagage. Et ils ont commencé à favoriser ce commerce. Et on a habillé tout le monde. Et aujourd'hui, sachant qu'un wax, je précise, un wax, en disant que c'est 6 yards. 6 yards, ça représente à peu près 5-6 mètres de tissu. Donc vous avez largement assez pour faire jupe, coiffe, tout ou une robe à corps. Oui, mais maintenant on prend du wax pour faire des robes à corps aussi. Oui, apparemment. Mais c'est très très bien. Vous comprenez pourquoi je vous ai invité en même temps que Manhattan? Parce que vous avez des choses communes. Hein. Mais oui, en effet, j'apprécie. Ouais. Alors on continue, c'est devenu à la mode après. Ah mais oui, mais c'est devenu à la mode, sachant qu'il y a des quantités infinies d'imprimés de wax. Oui. Déjà dans les archives de Vlisco, Vlisco a été fondé en 1846. Donc, et depuis, ils ont plus de 300 000 imprimés de wax chez eux. Donc, il y en a énormément. Donc, ça a eu énormément de succès. Et dans toute l'Afrique. D'ailleurs, ils ont instauré des usines pour pouvoir commercialiser le travail. Mais c'est toujours les Européens qui sont à la tête de ça. Oui. Et c'est seulement en 1960, à l'indépendance du Ghana, que le président Kwame Nkrumah, j'arrive pas à le prononcer. Kwame Nkrumah. Bon, bref. Donc, comme il avait augmenté les droits de douane, et ça lui a permis de faire ses premières usines. Et là sont nées vraiment les premières usines de wax africain. Avant, il n'y en avait pas du tout. Malheureusement, ce que je déplore, et beaucoup d'Africains le déplorent maintenant aussi, le wax, on le dit à tort africain, alors que c'est vraiment une production indonésienne d'inspiration européenne. Alors qu'avant, il y avait des tissus traditionnels en Afrique. Oui. Et ils luttent pour pouvoir faire reparaître ces tissus, parce qu'il y a les chefferies.
Ce que j'ai? Oui, c'est d'inspiration africaine? C'est tout, l'inspiration. Donc aujourd'hui, je suis en totale inspiration africaine, je suis ethnique. D'accord. Si vous étiez venu une demi-heure avant, vous auriez vu Jean-Philippe Omountoundé, qui est le grand prêtre de l'africanisme aujourd'hui, néo-africanisme, qui parlait justement de l'Afrique dans des termes très convaincants. Et là, je parlais, en plus, je parlais des tissus ancestraux. Il y a énormément, il y a le kanté, le bogolan, le lewe, le kita. Sachant que le kita, c'est en Côte d'Ivoire et c'est vraiment une tenue royale. C'est vraiment, on ne peut pas le trouver sur le marché comme ça. Ce sont vraiment des tissus faits à la main, colorés à la main. Et c'est vraiment dans les chefferies ou dans les lignées royales qu'on peut trouver ces tissus. Il faut vraiment connaître des personnes, avoir des contacts pour pouvoir avoir ces tissus. Le bogolan, on peut en trouver. Mais parce qu'il y a la commercialisation du wax, donc il est très peu connu et très peu diffusé. Il faut savoir que Vlisco, qui est une entreprise néerlandaise, produit près de 70 millions de mètres de tissu par an. Wow. C'est énorme. C'est énorme. 90% de sa production s'écoule en Afrique, au détriment des propres productions. Les Indonésiens. Voilà, mais les Indonésiens, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas du wax. Mais il faut savoir aussi que ça n'a pas fait que le malheur des Africains, ça a fait beaucoup de bonheur, parce que dans les années 1940, il y a des grandes familles, surtout au Togo, des grandes familles, surtout les femmes, on les appelait les nanabens, qui ont fait fortune avec ce tissu, avec le marché au tissu. Et pourquoi ils appelaient les nanabens? Parce qu'elles aimaient les grosses voitures. Dès qu'elles ont fait fortune, elles ont acheté elles ont fait construire des grandes villas, elles avaient des grosses Mercedes. Donc, et elle perpétue cette tradition de femmes commerçantes, chefs d'affaires, voilà. Mais visiblement, des chanteuses comme Rihanna ou comme Beyoncé se sont mises aussi. Ah ben oui, mais c'est depuis 2015-2016, le wax est à l'honneur. C'est même pas le wax, c'est la mode ethnique, c'est la mode africaine qui revient à la mode. Donc elles sont tendances, donc elles se mettent au wax. Oui. Et je comprends. D'ailleurs, ici aussi en Guadeloupe, on prend du wax, mais on fait d'autres vêtements, pas que des boubous. Oui, on fait des vêtements, on fait des jupes, on fait autre chose. Il y a beaucoup de stylistes. Cette petite boutique qui est venue à l'anniversaire du ZCL. Oui, sans mêler. Mais beaucoup de stylistes guadeloupéens, et c'est pour ça que je mets à l'honneur une styliste guadeloupéenne, là, Idem Okaré, Lilou. Ils utilisent le wax et elles le détournent de la fonction boubou traditionnelle pour faire autre chose, et c'est tant mieux. D'accord. Voilà. Donc maintenant, le wax, moi j'apprécie le wax, le côté ethnique, le côté exotique, sachant qu'aussi en Guadeloupe, on peut le porter sans problème, c'est coloré, c'est fleuri. Certes, il y a tous les imprimés, on ne peut pas le porter ici parce qu'il y a des imprimés spéciaux, mais on peut. Mais en Afrique aussi, les imprimés ont une signification aussi. Alors, les femmes qui mettent ça. Il y a un langage de la femme. Oui, il y a un langage de la femme. C'est très savoureux. Il y a un tissu, tu sors, je sors. Ça veut dire que si le mari sort, elle sort aussi. C'est la liberté. Il y a aussi l'œil de ma rivale. Oui. Yeux voient tout, yeux voient, bouche ne parle pas. Donc, et etc., etc. Je trouve que c'est pas mal. Donc, on pense. Non, avant, on avait nos coiffes qui signifient quelque chose, mais elles, dans le tissu, elles peuvent avoir un langage codé et elles se comprennent. Et ça se renouvelle parce que dernièrement. Votre vêtement n'est pas codé, non? Je crois que c'est. Je vais vous dire, le collier, le collier de Madame Fouette-Boigny. Oui. Ou le sac de Michel? Non, j'ai pas le sac de Michelle Obama. Non, pas encore. Ça, c'est les nouveaux tissus, le sac de Michelle Obama. Ça veut dire qu'elle part. Sachant que dans le pan, comme c'est la tête, la jupe et même le haut, donc voilà, elles sont visibles, c'est magnifique. Alors, moi, je vais vous offrir la feuille de gombo. Ah, mais moi, j'aurais bien aimé savoir ce que c'est la feuille de gombo. C'est ce que ça veut dire, la feuille de gombo? Oui, je suis une femme sage, ça veut dire. Oui, bref. Donc, c'est en accord avec moi-même. D'accord. En tout cas, on va retenir que ce wax, mais ça s'est propagé un peu partout maintenant. Mais oui, partout. Mais le problème, c'est qu'il y a... on parle du wax. J'ai parlé du wax hollandais et du wax africain. Mais il faut savoir maintenant, le wax, il y a des wax de moins bonne qualité que le wax chinois. Oui. Il y a le wax anglais. Donc, il y a ces différents... Parce que c'est là où il y a encore des usines qui fabriquent ça. Et maintenant, ils n'utilisent plus la cire comme avant, la cire naturelle. Ils utilisent de la résine.
Donc et on peut trouver plus ou moins concentré, donc plus ou moins de bonne qualité les tissus, plus ou moins les imprimés, tout dépend. Mais c'est vrai que Vlisco reste quand même le leader dans le marché du wax, le leader avec tout ce qu'il fait. Et même les entreprises, les industries africaines, en 1960, ils ont implanté des usines. Vlisco a racheté une grande part. Il est majoritaire dans une grande part de ces usines. D'accord. Un dernier mot pour vous remercier. Le dernier mot sur le wax, il y a beaucoup de choses à dire, donc je m'arrête là parce que ce sera trop long. J'aimerais remercier Idem au carré pour le vêtement, le turban, comme on voit. Le maquillage. Le maquillage, c'est Florence Barbin de l'agence Nuyo. Je donne son numéro 0690 19 84 40. Maman, je suis ethnique. Oui. Vous êtes jolie. Et Idem au carré, le numéro de téléphone 0690 61 64 16. Et c'est situé à Hôtel Saint-Jaspers à Pointe-à-Pitre. Et merci, un grand merci à toutes ces personnes et un grand merci aussi aux fans qui m'ont rencontré hier. Oui, j'ai des fans. Qui vous demandent des autographes. Oui, les jeunes de Grand Camp, un grand merci à eux. Merci à Élie et Georges. Oui. Et merci à Manuela Créantor. Et merci au Baba Basser pendant que j'y pense. Voilà, il est pratiquement 13h47. On revient à l'actualité. Un petit moment avec Mendy. Et tout à l'heure, on va terminer avec la culture selon Martine, puisque Martine est déjà là. C'est notre deuxième chroniqueuse du mercredi. On continue. Et on termine avec du sport et on reste justement à Beaumanoir puisque c'était la 7e édition donc, du duathlon, une compétition donc, qui qualifiera les participants au championnat de France des jeunes. Voyons ce reportage signé Olivier Moradel. Aujourd'hui, nous sommes à une 7e édition au niveau du duathlon avec une belle organisation avec l'association Gommier de Beaumanoir. Donc pour nous, le triathlon se porte bien. Nous débutons notre saison depuis le mois de janvier avec pas mal de courses. Nous avons eu dernièrement au Krebs un regroupement de jeunes et aujourd'hui une belle course XS et S où nos jeunes pourront se confronter un tout petit peu avec les meilleurs. Donc c'est aussi un tremplin pour nous puisque nous avons parmi ces jeunes-là 2 qui vont représenter la Guadeloupe au championnat de France de duathlon à Bondouf le week-end prochain. C'est vrai que nous sommes sur trois objectifs dans la saison. La semaine prochaine, ce sera le duathlon à Bondouf. Après, nous aurons le triathlon. Il faut que les jeunes se qualifient. Il y a une belle course à Basse-Terre le 2 avril. Et nous aurons également le championnat de France aquathlon qui va se dérouler au mois de juillet. Donc nous aurons d'autres qualifiés pour ces manifestations. Mais d'ores et déjà, nos jeunes se préparent et ils sont au centre régional. Et il y en a ceux qui sont dans les clubs qui se préparent à merveille pour pouvoir être bien représentatifs pour la Guadeloupe au niveau des compétitions à l'extérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes également sur un projet sur le COJI qui va se faire en Martinique du 9 au 14 mai. Et nous essayons de qualifier 2 équipes afin de représenter la Guadeloupe au COJI. Et le COJI, c'est une compétition des îles, comme à l'accoutumée que ça se passe dans les îles. Et cette année, c'est en Martinique. Pour la première course à pied, mes entraîneurs m'ont dit d'essayer de mettre un bon train, un train assez élevé, pour faire la différence dès les premiers kilomètres. Ensuite, à la fin de ma première course à pied, au départ du vélo, vu que le vélo c'est mon domaine, donc je suis parti assez bien et j'ai essayé de creuser l'écart très rapidement. Ensuite, j'ai géré un maximum pour ne pas perdre trop d'énergie. Ensuite, pour ma deuxième course à pied, j'ai donné un maximum et pour gagner à la fin. Très bien. Alors on peut dire que tu es déjà enfin prêt pour les championnats de France? Oui, on peut dire ça. Après, peut-être qu'il me manque quelque chose à rectifier, mais sinon, oui, ça devrait aller. Mon point fort, c'est la course à pied quand même. Donc il fallait rester placé en course à pied dans la première partie. Et après, j'ai calqué ma course au vélo sur les autres athlètes pour pouvoir après m'exprimer sur la dernière partie course à pied. Très bien. Alors vous parlez de double athlète. Alors les 2 qui vous poursuivant, c'était 2 coureurs de votre équipe? C'est 2 coureurs de mon équipe, oui, le Tri-Team Caraïbes de Vieux-Fort, qui sont potentiellement meilleurs que moi, mais le parcours était sélectif, très vallonné et c'est ce qui fait ma force. Très bien. Alors la suite de votre programme, le triathlon des Grenouilles Bleues qui va être une magnifique épreuve début mai. Et puis après, quelques courses sur route, pas forcément des triathlons. Quelques courses sur route sur 10 km en attendant l'automne pour faire les courses par équipe.
Voilà, il est 13h50, ça signifie que pendant 10 minutes, nous allons avoir Martine en direct dans sa chronique culturelle. Bonjour Martine. Bonjour Danick. Tout va bien? Mais écoute, tout va bien. La jeunesse au pouvoir? La jeunesse est au pouvoir, le couronnement est au pouvoir. Ah, après ça, c'est parti. C'est parti pour 9 minutes moins et quelques secondes. En tout cas, bonjour à tous les auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Et à votre fan club aussi. Comment? À votre fan club aussi. Bonjour à mon fan club qui s'agrandit, Merci beaucoup en tout cas de votre accompagnement, de vos suggestions, etc. Alors, 3 sujets. Le Big Event aujourd'hui, donc on va parler de cinéma, un nouveau regard sur le cinéma, surtout sur un festival du cinéma. Nous allons parler, vous avez vu que je suis couronnée aujourd'hui. Alors c'est un tout petit diadème, hein. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé le diadème, celui qui marque les esprits et qui montre que je suis une Miss quelque chose. En tout cas, j'ai un tout petit, hop, il est joli, il y a des brillants, c'est déjà ce qui compte. Nous allons parler de Miss. Ça sera une première étape sur les Miss, parce que je reviendrai lors d'une seconde émission sur le deuxième volet des Miss, histoire des Miss. Et puis on va parler également d'une Miss qui est une Miss jeunesse qu'on va faire également en Guadeloupe, et enfin un peu de cinéma. Et puis voilà. Alors je viens tout de suite sur ce festival. Tout le monde connaît le festival du film qui se fait depuis quelques années en Guadeloupe, le FEMI. Alors, je ne rentrerai pas dans des détails, mais en tout cas, il y a eu, comme on dit, une sorte de nouvelle naissance. C'est pour ça, sans doute, que ce festival s'appelle Nouveau Regard, puisque ce sont des transfuges, hein, quelques-uns qui étaient dans la précédente équipe du FEMI. La première édition de ce festival Nouveau Regard Film Festival, eh bien, c'est là, tout de suite, du 31 mars au 2 avril. Vous aurez 3 jours de cinéma, avec donc des nouvelles rubriques, des nouvelles tendances, et puis également un nombre de films assez intéressants, 35 films qui vont être en projection, dont 29 en exclusivité. Donc c'est quelques chiffres sur ce festival. Des courts-métrages en 3D. Donc la réalité virtuelle est l'une des volontés de l'équipe en place, de cette association qui a repris et qui a en tout cas lancé ce festival. Donc plusieurs invités, des lieux de projection, y compris donc le Memorial Act et le cinéma Rex. Une séance insolite qui se tiendra à Ravine-Chaude, donc le samedi 1er avril, et surtout des rétrospectives, etc. Donc les organisateurs vous présenteront donc un programme très complet que vous allez pouvoir trouver en ligne. Donc c'est distribué déjà un petit peu partout. Je ne sais pas si on a vu l'image, le visuel de ce festival. Nouveau Regard, non mais je l'avais prévu. Donc il y a un site internet qui est très bien fait sur lequel je suis allée, où vous avez vraiment l'ensemble des informations sur le festival, un lien YouTube, bien sûr, Facebook avec toute la programmation. Et puis, donc, vous avez également une application qui existe uniquement pour l'instant sur Google, mais que l'année prochaine, sans doute, pour la prochaine édition, vous aurez également. Donc voilà, en tout cas, une programmation très complète. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Alors, quelques petits noms quand même dans l'association, c'est l'association Cinéma d'ici et d'ailleurs, donc, qui ont lancé ce festival. On va y retrouver Nina Villus, on va y retrouver également d'autres personnes que nous connaissons comme étant Priscilla Delaney, qui est cofondatrice. Il y a également Maïté Perrault dans la partie régie et surtout la partie communication, un community manager, donc des personnes que nous connaissons, des photographes tels que Guillaume Arissi, et puis Philippe Girapin et de nombreux bénévoles, bien sûr, qui travaillent sur ce film. Donc je terminerai en disant que c'est une association Cinéma d'ici et d'ailleurs qui présente ce festival, première édition en partenariat avec la région Guadeloupe et Canal+, s'il vous plaît. Et puis donc voilà, une notion sera vraiment beaucoup exploitée dans ce festival. Ça sera la récence de ce qu'on appelle des productions et le caractère inédit et original des programmes qui vous seront présentés. Donc rendez-vous sur le site internet, donc festival, le Nouveau Regard Festival Film, vous trouverez plein d'informations, ainsi que sur la page Facebook. Voilà pour ce festival. Et puis nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet pendant mon deuxième chapitre, qui lui va porter un petit peu sur les tendances du moment. Voilà, je suis couronnée parce que j'avais envie aujourd'hui de vous parler de Miss. À la Guadeloupe, mais comme ailleurs, il est beaucoup question de ça. Et ce qui m'en a donné envie, c'est parce qu'il y a un coup de projecteur en ce moment sur la Guyane, vous le savez, un coup de projecteur très très fort. On les soutient de tout cœur, en tout cas dans leur démarche, mais également parce que la nouvelle Miss France, elle est guyanaise, une jeune et jolie guyanaise.
nommée tout récemment Miss France après avoir été Miss Guyane. Et donc son pays en ce moment est à l'honneur. Et cette Miss France, je voulais donc, avant d'arriver à elle, vous parler un tout petit peu de ce concours de beauté qui est celui de Miss France. Concours de beauté qui est réservé aux jeunes filles de 18 à 24 ans et qui permet à la gagnante pendant toute une année de représenter donc la France et également d'être promue, d'aller un petit peu partout en voyage pour pouvoir parler de son pays. Mais ça lui ouvre aussi des portes, ça lui ouvre les portes donc de participer à la Miss Europe, à Miss également Miss Internationale, Miss Univers, dirais-je. Et donc ça, c'est vraiment une superbe plateforme pour ces jeunes filles. Miss France, c'est un concours de beauté qui a été lancé déjà depuis en 1920. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes à la 87e Miss. Lorsque cette jeune Guyanaise a été retenue, eh bien c'était la 87e. Sachez, et je suis certaine que vous vous en souvenez, qu'avant elle, une autre Miss a été couronnée Miss France. C'était une Guadeloupéenne. Danick, te souviens-tu de qui il s'agissait? Avant elle, non. En 2002. En 2002. Donc la première Guadeloupéenne couronnée Miss France. C'était pas en 2002, c'était Mademoiselle de la Cruz. Mademoiselle de la Cruz, alors, il y a en 2002. Corinne Comment, c'était 2002. Corinne Comment, mais avant, voilà. Il y avait de la Cruz, on dit dans les années 96, 97. Ouais, 97. Mais celle, je crois, qui a vraiment marqué, c'est cette Corinne Comment, on en parle encore. Ouais. Et surtout que c'était un moment où il y avait également des discussions où on voulait vraiment qu'il y ait une large représentation de la France et de tout ce qu'elle est, qu'elle se soit outre-mer ou ailleurs. Alors, quelques petites règles avant de devenir Miss France quand même. Être né de sexe féminin, de nationalité française, avoir un âge compris entre 18 et 24 ans. On m'a précisé sur le 1993. 93, nos téléspectateurs et téléspectatrices ne perdent pas leur fil. Hein. C'est ça, très bien. Minimum 1m70 et posséder un casier de judiciaire vierge. Il ne faut pas seulement le casier judiciaire qui doit être vierge. Hein. Le reste, il vient. Il ne faut pas avoir posé partiellement Danick. On peut échanger même, franchement. Pani a fait vers. C'est incroyable. Même dans les coulisses, ça rigole fort. Il ne faut pas écouter ce que raconte Danick. Et surtout, si on veut être potentiellement Miss France, il ne faut pas avoir posé partiellement ou totalement dénudé. Tu sais que plusieurs se sont fait déchoir de leur Miss Réunion. Miss Réunion entre-temps. 2002 ou 2003. Et une autre tout récemment, parce qu'elles ont posé pour des photos partiellement dénudées, ça ne se fait pas. Donc, il ne faut pas promouvoir des activités érotiques non plus, ni être tatoué, ni être marié, pas que c'est divorcé ou veuve, ni avoir des enfants, ni être enceinte au moment de l'élection, ni avoir recours à la chirurgie plastique, exception réparatrice. Mais figure-toi qu'à Miss Univers, là, les filles sont bombées chirurgicalement. Là, elles se lâchent. Hein. Il n'y en a pas une seule, je crois, qui a tout de nature. Hein. Enfin, toutes ont été recomposées ou en tout cas, comment on dit ça encore, siliconées. Alors, il y a la réalité augmentée, mais là, c'est des Miss augmentées. Là. Mais souvent, c'est des réalités augmentées quand même. Aussi. Alors, voilà. Et il ne faut pas avoir associé son écharpe régionale à la propagande politique ou religieuse. Donc, vous voyez, c'est assez strict. Ça me permet d'arriver donc à notre Miss dont je voulais vous parler. C'est la Miss Jeunesse que nous avons l'avantage de suivre pour la Guadeloupe. Miss Jeunesse, eh bien, c'est une association également qui a mis en place ce comité en 2015 en France. Aujourd'hui, il y a pas loin de 30 délégations régionales qui suivent Miss Jeunesse France et donc avec l'ensemble des régions. Et pour être élu Miss Jeunesse France, il faut donc avoir été élu Miss Jeunesse régionale donc dans sa région, ici en Guadeloupe plus particulièrement. Nous sommes en train de faire passer les castings et le prochain casting aura lieu le 8 avril. Donc être une Miss, par contre, la différence là, c'est que nous ne dépendons pas donc du comité Miss France, bien sûr. C'est un autre comité qui s'est mis en place pour la jeunesse. Ce sont des personnes de 15 à 19 ans. Pour se présenter, il faut avoir 16 ans révolus. Et donc, la Miss Jeunesse Guadeloupe qui sera élue partira en France hexagonale pour pouvoir participer à l'élection nationale pour éventuellement devenir Miss Jeunesse France. Et si, par le plus grand des bonheurs, elle était élue Miss Jeunesse France, elle pourrait être présentée à Miss Jeunesse Europe et voire Miss Jeunesse World. Voilà. Donc, l'élection de Miss Jeunesse en Guadeloupe, c'est le 15 juillet. Oui. 15 candidates qui seront retenus au travers des deux
Il nous reste 35 secondes. Au travers des deux castings, eh bien, pourront passer à cette élection. Je veux juste vous parler, pour finir, de la 25e édition de la Fête du Crabe qui va commencer à partir du 7 avril à Morne-à-l'Eau. Je ne vous en dis pas plus, mais plein de dates, évidemment. Et il se trouve... C'est drôle, hein, mais c'est la Guyane qui est le pays invité de la Fête du Crabe. Donc la Guyane est vraiment très très à l'honneur cette année, d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment leur année, entre la Miss France, entre la Fête du Crabe et entre ce qui se passe à la Guyane. J'espère qu'effectivement, nous arriverons à faire en sorte que ce pays ait toutes les aides nécessaires pour pouvoir se sortir de ces difficultés. Et puis enfin, la Nuit du Rire avec Fari, c'est le 9 avril, c'est avec PDS Event, et ça c'est au Palais des Sports du Gosier. Et enfin, de quoi aurais-je envie de vous parler? La quinzaine du Cannes. Vous n'avez rien dit sur le Festival de la Femme, le Salon de la Femme? Le Salon de la Femme qui va se tenir là, mais bon, je fais souvent une petite sélection. La semaine prochaine, j'en parle. J'aimerais revenir dessus un petit peu plus longuement, voilà, comme étant un big event. La 1er au 12 avril, quinzaine de la Cannes. La quinzaine de la Cannes, ça fait 6 ans que c'est mis en place. Et c'est vraiment une organisation qui se met en place pendant la période de la récolte. Et elle redonne aux agriculteurs leur lettre de noblesse. Elle célèbre la canne à sucre en Guadeloupe et la nature environnement qui nous entoure. Donc samedi 1er, ouverture de la quinzaine de la Canne avec un souhait parole, et puis Kilti avec le poète Didier Manette et Marilyn Dahomey, du slam, du gros cas. Voilà, ça c'est à Beauport, pays de la Canne. Et le big event encore à venir sur le congrès des études et on a encore le congrès des écrivains de la Caraïbe. Le Carudjeb, ça sera sans doute un élément. Je vais voir si on va pouvoir faire un petit reportage sur un gros événement également qui se passe en ce moment à Morne-à-l'Eau, et je terminerai par cela. Un mois, un artiste, ce moment, ça a commencé avec Jean-Claude Bardu comme premier artiste invité. C'est un danseur, il faut le dire. C'est un danseur, chorégraphe. Et donc c'est en ce moment, chaque mois, la ville de Morne-à-l'Eau met à l'honneur un artiste sur un lieu pendant tout un mois, avec chaque semaine une thématique que l'artiste se propose. Donc c'est vraiment des cartes blanches à chaque artiste qui est valorisé, et ça c'est une très très belle opération. Donc on reviendra dessus puisque j'ai tout le programme que je voudrais vous faire partager. Voilà, c'est fini pour Martine. Je rappelle demain soir, Les Figures de l'Ombre, ce film qu'il faut absolument voir, et avec la conférence de Jean-Philippe Moutoundé. Exceptionnellement, 4 places à gagner. Appelez-moi vite. Vite au 26 73 03. Il y a 4 places à gagner. Il y a 4 places à gagner. C'est ici qu'il faut appeler, à Canal 10, et pour aller voir ce film. C'est fini pour aujourd'hui. L'émission la plus regardée entre 12h30 et 14h sur tout le paysage audiovisuel antillais. Il faut le dire. Il faut nous blaguer de temps en temps, il faut nous dire, on le mérite. Et puis on se retrouve demain à la même heure avec nos chroniqueurs, nos infos et nos invités. Et bien sûr moi-même, incontournable. Il finit, c'est bloqué. C'est bon.